year is the first of a series of 4 events around trois historiennes, 3 female French historians, whose work is in appearance very different. They work on the social, cultural, and intellectual histories of colonial Brazil, as well as 19th and 20th century France. But they have many other things that bring them together in the week of events this week at Columbia. First, they share a generational identity, and also a set of social determinations, I would say. First and foremost, that of being an academic historian, an academic female historian in France today. You may have heard about the recent petition by 440 historians, female historians in France, who called to end, I quote, the masculine domination in history and its professional as well as epistemic effects. So that's one of the contexts, obviously, in which those 3 historians have to speak. They also share a common research interest. All have worked or are currently working on retracing the sometimes unique and the sometimes very common lives of women, and they share the ambition and difficulties of giving a vote to these women. Finally, in the context of our series this week, these 3 historians have also in common that Jeanne Balibar, another historian turned actress, has seized their work to create a performance that she will present this coming Saturday at FIAF, entitled The Historians, Les Historiennes, in which they give a vote to the work of our 3 historians on the trajectories of 3 women: a murderer, Violette Nozière, a slave in colonial Brazil, Pascale, and an actress, Delphine Seyrig. The Maison Française, in collaboration with Jeanne Balibar, decided to seize upon the opportunity of this performance to invite the 3 historians whose work would be performed, and have them each share the results of their work in an academic setting, and hopefully find their own votes here in the American Academy. Tonight will be here Anne-Emmanuelle de Martigny of Violette Nozière, Charlotte de Castelo will speak on Wednesday on marriage and slavery in colonial Brazil, and Thursday night, Emmanuelle Boyer will present her work not on Delphine Seyrig, but on Claude Lévi-Strauss, a man who had actually very interesting things to say about women. And a biography which has received immense acclaim in France and was just translated into English. On Friday, to conclude this series of events, and to open up to Saturday's performance, we will bring together again our 3 historians and Jeanne Balibar in a roundtable to discuss how historians can write about and actresses can perform the lives of women from the past, obscure and famous, enslaved or experiencing with freedom, silenced or exposed to the public eye. So tonight we are starting with Anne-Emmanuelle de Martigny, who is a professor of history at the Université Paris 13, and whose work has focused on crime and deviance in 19th and 20th century France. Her first book on the very famous criminal Pierre-François Lacenet analyzed how this figure was built in, during the July monarchy into a social monster, and she used this case as an entry point into the social imaginary of the first half of 19th century France. It was published in 2010. Tonight, she presents her second book, Violette Nozière, La Fleur du Mal, une histoire des années 30, which was published last year in France, about a young female parasite. And again, she uses the affair form to retrace the history of sexual violence, of incest, and of paternity in France. To discuss her work tonight, we have 2 eminent cultural and intellectual historians of France. First, Professor Stéphane Gerson from NYU, who has published on the formation of local and national identity in France, as well as on histories of memory, trauma, and media regimes, with a book on Nostradamus, and more recently on trauma and family histories, with a wonderful book entitled Disaster Falls, published in 2017. Second, Judith Turkis will comment on Professor Anne-Emmanuelle de Martigny's work. She is a professor of history and gender studies at Rutgers University. She has also explored at length the history of masculinity in France, and more recently the intersection of law and sexuality in the colonization of Algeria in the 19th century. So we could not dream of better qualified
interlocutors for Professor De Martini. So now I'm inviting Emmanuel De Martini to come to the podium and speak, and then we have a panel with our two interlocutors, and then we open up for discussion with the group. Thank you. Merci Emmanuel pour cette présentation et merci d'avoir rendu possible ce beau programme. Merci aussi à Chani. Et puis je suis vraiment très heureuse de me retrouver ici parmi vous avec mes amis Charlotte, Emmanuel et Jeanne, bien entendu, sans laquelle ce programme n'existerait pas. Je m'excuse par avance pour cette voix bizarre, mais je risque l'extinction de voix. Mais je vais quand même essayer de parler. Près d'une échelle, par terre, une paire de jambes aux bas noirs, une tête de femme aux cheveux bruns, un bras. Nous sommes dans l'atelier du musée Grévin, qui fabrique des statues de cire de personnages célèbres. Ce sont les pièces du mannequin de la criminelle Violette Nozière qui vont être expédiées aux États-Unis. Si j'ai choisi de commencer par cette image, excusez la médiocre qualité, c'est, vous l'avez compris, parce qu'elle établit opportunément un pont entre cette histoire très française qui fait l'objet de mon livre et les États-Unis où je suis ce soir. Mais c'est aussi parce qu'elle donne une idée de la perspective qui est la mienne, qui consiste à étudier un assemblage de représentations, fantasmes et inquiétudes qui ont fait d'une criminelle une figure aussi infâme que célèbre, et donc à démonter, à l'image de ce mannequin désarticulé, une construction de mots et d'images qui a pour nom la fleur du mal, métaphore que j'ai donnée pour titre à mon livre. Cette criminelle, c'est Violette Nozière. Un soir de fin d'été, le 21 août 1933, à Paris, elle empoisonne ses parents avec un somnifère. Son père, Baptiste Nozière, décède, mais Germaine Nozière, sa mère, survit au drame. Les premiers éléments de l'enquête suivent la piste d'un crime cupide commis par une enfant gâtée et dévergondée. Mais l'arrestation d'un coupable, au bout d'une semaine, suggère une autre intrigue. Si j'ai agi ainsi vis-à-vis de mes parents, c'est parce que depuis 6 ans, mon père abusait de moi, déclare Violette Nozière au juge d'instruction. L'enquête dure 4 mois. Un an plus tard, la coupable est jugée et condamnée à mort. Entre-temps, c'est déroulée une des grandes affaires du XXe siècle français. Affaire judiciaire. Voilà qui intéresse traditionnellement les journalistes et les avocats à retraite. Voilà qui inspire parfois les écrivains et les artistes. Ainsi, les surréalistes ont publié un recueil de poésie en hommage à Violette Nozière. Ainsi, le réalisateur Claude Chabrol a fait un film en 1978 avec l'actrice Isabelle Huppert qui incarnait Violette Nozière. Mais longtemps, les historiens ont ignoré l'affaire judiciaire. Or, faire de l'histoire a été, pour moi, découvrir le potentiel heuristique de l'affaire judiciaire et inventer une manière de faire de l'histoire avec l'affaire judiciaire. L'affaire judiciaire, je l'ai définie de manière large. C'est pour moi un crime plus sa réception et son interprétation par la société. Ce qui implique d'écouter tous ceux qui ont eu quelque chose à dire sur le crime. Qu'il s'agisse de l'accusé, du magistrat, du journaliste ou du médecin, de l'artiste connu ou de l'obscure mère de famille.
Leurs voix, j'ai pu les entendre essentiellement dans la presse, qui est ici une source fondamentale, parce que tout à la fois, elle diffuse, produit et nourrit les discours sociaux sur le crime. Et j'ai pu les entendre dans les archives judiciaires. Surtout le dossier d'instruction, qui est une source par nature polyphonique, qui rassemble les multiples discours suscités par le processus judiciaire. Et je mentionnerai tout particulièrement le gisement que j'ai trouvé assez fascinant, que constituent les lettres envoyées à la justice par toutes sortes d'individus qui s'appuient sur leur lecture de la presse et également sur leur expérience personnelle pour construire autour de l'affaire des micro-scénarios interprétatifs. L'affaire judiciaire est donc une histoire que chacun s'approprie et raconte à sa façon, ou une boîte de Pandore qui libère des histoires qui prolifèrent, qui se concurrencent, qui s'entremêlent. Ce que je trouve passionnant, c'est ça, c'est écouter toutes ces histoires avec leurs intrigues et leurs personnages. C'est explorer tout le monde de représentation qu'elles font surgir. C'est rechercher les motifs, figures, fictions et fantasmes qui viennent donner sens au crime, et c'est repérer leur logique. Bref, c'est étudier l'imaginaire social et ses dynamiques. L'imaginaire social, la notion est vaste. Pour l'aborder d'un point de vue historique, je propose de prendre une entrée, et cette entrée, c'est l'affaire judiciaire. Mon approche relève donc de la micro-histoire, que je considère comme une manière de faire de l'histoire particulièrement efficace pour accéder au travail de l'imaginaire social. Le crime de Violette Nozière est comme ce rameau d'arbre qu'évoquait la guerre Stendhal dans une page fameuse, rameau tombé dans les mines de sel et que l'on ressort, passé un certain temps, je cite Stendhal, couvert de cristallisations brillantes. Eh bien, les cristallisations qui brillent dans la tranchée ouverte par l'analyse micro-historique au cœur des années 30, ben c'est ça, pour moi, l'imaginaire social. J'ai ajouté au titre de mon livre le sous-titre « Une histoire des années 30 » pour montrer que le crime de Violette Nozière est une fenêtre que j'ouvre sur la société française de cette époque. J'aurais pu choisir une autre fenêtre. L'année 1933, où Violette Nozière tue son père, est aussi l'année où Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Évidemment, à côté, l'affaire Nozière, ça paraît sacrément anecdotique. Mais je défends l'idée qu'on peut faire de l'histoire avec Violette Nozière aussi bien qu'avec Hitler. Il ne s'agit pas, bien sûr, de remettre en cause la hiérarchie des événements historiques. Ce que semble faire, vous le voyez avec humour, un dessin qui a été publié en première page d'un grand quotidien politique, et ce dessin met en concurrence les deux vedettes de l'année. Ah, cette Violette, il n'y en a que pour elle, s'exclame devant Hitler, un nazi jaloux de la sécurité de Violette Nozière. Mais pour moi, il s'agit plutôt d'affirmer qu'il n'y a pas de hiérarchie a priori dans les objets d'histoire et qu'il appartient à l'historien qui construit son objet de convertir le petit fait jugé indigne ou dérisoire en mine de réflexion et de question. L'affaire judiciaire est donc un objet d'histoire légitime. Et il donne
tout son rendement si on en fait, comme je le propose, une lecture intensive. Je considère finalement la micro-histoire comme une forme d'histoire totale qui consiste à étudier à fond un petit objet et à le déplier dans toutes ses dimensions pour lire une société. Je viens donc en quelque sorte ici, dans la patrie de l'histoire globale, avec ses entités imposantes et ses vastes horizons, plaider la cause du minuscule et du coup de sonde vertical. Loin du contexte planétaire, la salle à manger étriquée qui sert de chambre à coucher à Violette-Nozières. L'affaire démarre avec un acte hors norme, un double parricide, crime gravissime et rarissime, commis de surcroît avec l'arme réputée la plus déloyale qui soit, c'est-à-dire le poison. Donc le crime est énorme. Il est aussi disproportionné par rapport à l'âge et au sexe de son auteur. Une jolie adolescente qui répond, et là, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau, au prénom délicat de Violette. Donc on a affaire à un monstre en jupon, comme le dit un journaliste. Disproportionné encore ce crime par rapport à la futilité de la jeune fille qui, au lendemain de son crime, s'en va faire du shopping et s'en va danser à Montmartre. Disproportionné enfin par rapport au premier mobile envisagé. Très ordinaire, le vol, voire dérisoire, car on soupçonne la jeune fille d'avoir tué ses parents pour aller faire la noce. Bref, le crime de Violette-Nozières est le superlatif du crime, écrit le journal Police Magazine. Alors je montre comment ce crime a rencontré toute une culture médiatique, qui est aussi une culture visuelle, et elle a produit le drame de la rue de Madagascar. C'est l'expression, mais non, pour désigner cette affaire, qui est le drame de la rue de Madagascar, un fait divers sensationnel qui mêle poison, sang et sperme. Il a conduit les enquêteurs, et avec eux la France entière, sur les grands boulevards et dans les quartiers chauds de Paris, au milieu d'étudiants et d'amants plus ou moins louches, de prostituées et de proxénètes, parce qu'on imagine que l'ombre du milieu plane sur l'affaire. Donc les fantasmes tissent tout un réseau d'associations autour du poison, de la syphilis, de la cocaïne, de la prostitution. Ce fait divers, en croisant le parricide et l'inceste, prend la forme d'une tragédie moderne avec, dans la peau de Dive, la fille d'un mécanicien des chemins de fer. La force du fait divers, c'est finalement qu'il tient les deux bouts du mythe et de l'histoire sociale. Donc pour comprendre le retentissement de l'affaire, il faut aller se promener rue de Madagascar, une rue typique du Paris populaire des années 1930, et il faut entrer dans le petit logis chez des ouvriers dont les revenus, les ambitions, les stratégies regardent vers les classes moyennes, qui sont loin des classes moyennes, la base sociologique de la Troisième République. Les Nozières, donc, ne sont pas des marginaux. Ce sont, comme le dit un avocat, des Français moyens, avec leur épargne,
leur enfant unique qui fait des études, avec leur confiance dans le modèle républicain, avec leur petit appartement si typique. Voici un salle à manger avec le lit pliant où dormait Violette Nozière. Vous voyez le buffet avec les assiettes dans la galerie, avec la soupière, avec au plafond la suspension à 3 tulipes. Oh, c'est l'appartement de ma grand-mère en fait. Donc voilà, les Nozières, on peut s'identifier à eux. Or, la dynamique de l'affaire fait que le portrait des personnages dans lesquels on se reconnaît se brouille successivement. La fille qui joue aux cartes avec son papa est un monstre. Puis, le brave père qui cajole sa fille est peut-être dénaturé. Enfin, la Mater Dolorosa se comporte comme une mauvaise mère. Comprendre le retentissement de l'affaire, c'est aussi voir quel imaginaire elle cristallise. Car, en faisant boire à ses parents un breuvage mortifère, Violette Nozière a activé l'imaginaire vivace de l'empoisonnement, qui est avant tout un imaginaire de l'empoisonneuse, parce que le poison a la réputation d'être l'arme des femmes. L'empoisonneuse, c'est vraiment une figure traditionnelle de l'imaginaire du crime, et en particulier de l'imaginaire de la femme criminelle, où elle fonctionne comme le double inversé de la mère nourricière. Lâche, hypocrite, cruelle, elle rassemble tous les vices qu'une misogynie multiséculaire attribue aux femmes. Mais elle a été modernisée dans le dernier tiers du XIXe siècle par la criminologie, qui a construit le portrait psychopathologique de l'empoisonneuse mythomane, qui agit par cupidité ou par luxure. Et dans les années 30, dans un climat de crise et de radicalisation antiféministe, elle prend aussi les traits plus actuels de ce qu'on appelle la jeune fille moderne. La jeune fille moderne, ça veut dire émancipée. Regardez cette image. C'est celle qui a été le plus diffusée. C'est le portrait emblématique de l'empoisonneuse. C'est pour ça que je l'ai mis en couverture de mon livre. C'est le portrait emblématique de l'empoisonneuse dans un crime où ce qui compte, c'est d'avoir versé le poison. Peu importe si la victime est morte ou a survécu. Germaine a survécu. Mais ce qui constitue le crime d'empoisonnement, c'est le fait d'avoir versé le poison. Et donc, vous voyez la main du crime en tache claire, et l'autre tache claire, eh bien, c'est le visage, au regard lourd, avec ce béret à la mode, ce grand col de fourrure noire. Donc, une féminité inquiétante, séductrice, opaque, indéchiffrable. On voit, ce qu'on voit là, c'est la fleur vénéneuse. Une figure métonymique et métaphorique qui fait de l'empoisonneuse parricide le symbole sinistre d'une époque de crise. Elle restera, écrit le journal Paris Midi, une des figures les plus représentatives de notre époque troublée. Son nom restera celui d'une étrange fleur vénéneuse dont le bouquet précocement fané de la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est la muse à l'envers d'une jeunesse, idole au rouge d'un monde chaviré, fleur du mal de notre époque. Mais cet imaginaire n'est pas le simple reflet des anxiétés de l'époque.
il a aussi une efficacité. Et je montre qu'il a orienté la lecture judiciaire et sociale de l'affaire en permettant d'expliquer le parricide sans avoir besoin de l'inceste. Au fond, la fleur vénéneuse s'est substituée à la fille violée par son père. Et l'imaginaire de la femme infâme a remplacé la parole de l'accusé. Parce que sous cet épais manteau de représentation, je n'oublie pas qu'il y a une femme. Et la manière de rendre compte de cette femme a été pour moi de porter attention à sa parole, en interrogeant les conditions de son expression et les modalités de sa réception. D'abord, le tabou. Il pèse extrêmement lourd et il a conduit à rejeter avec indignation les accusations d'inceste qui ont été comprises tout de suite comme des mensonges d'une fille perverse, mythomane ou freudienne. Mais j'ai pu identifier certaines brèches en montrant que progressivement le doute a gagné la presse et que l'inceste a été débattu. La prise de parole des surréalistes a été radicale, puisque leur livre est un plaidoyer en faveur de la parricide qui est transformé en figure poétique de la révolte contre une société bourgeoise, patriarcale et autoritaire. Seulement l'impact est faible. André Breton n'a pas été pour Violette Nozière ce qu'Émile Zola a pu être pour Alfred Dreyfus. Plus généralement, même si l'opinion s'est divisée, l'affaire, un grand cas, n'a pas eu lieu. Comment la société des années 30 a-t-elle traité l'hypothèse d'une jeune fille violée par son père? Dans quelle mesure l'inceste, et on peut élargir aux violences sexuelles en général, dans quelle mesure l'inceste est-il dissible, audible, pensable, condamnable? Cette question, je la pose pour l'année 1933, mais je la pose en ayant en tête, naturellement, la société dans laquelle je vis. Une société ébranlée récemment par l'affaire Weinstein, qui peut servir de repère pour mesurer l'abaissement des seuils de tolérance concernant les violences sexuelles et mesurer la prise de parole des femmes sur la violence faite à leur corps. Étudier une jeune parricide qui a accusé sa victime d'inceste m'a amené à m'interroger sur le rôle de l'historien, sur son champ d'action et sur son rapport avec le juge. Que faire avec cette parole accusatrice? Me contenter d'étudier sa réception ou bien aller plus loin en posant la question de savoir si Violette Nozière a dit la vérité, si l'inceste est vrai. Cette question, je la pose finalement en soutenant qu'elle est légitime, qu'elle est nécessaire et que l'historien, sans usurper la position du juge, peut y répondre, à condition d'admettre l'historicité du vraisemblable et à condition d'assumer la part d'anachronisme inhérente à la démarche historique. Parce que c'est en mettant en perspective le dossier documentaire d'hier avec les savoirs d'aujourd'hui sur l'inceste que j'ai acquis la conviction que Violette Nozière a dit vrai. De sorte que pour moi, cette affaire a quelque chose à dire sur la manière dont des victimes, dans des conditions historiques définies, peuvent dénoncer l'inceste et tenter d'y échapper. Pour Violette Nozière, tuer son père, paradoxalement,
Je vois dans son parricide le substitut d'une parole impossible. Mais j'y vois aussi ce par quoi la parole a été possible. Celle de Nosière, mais aussi celle d'autres victimes. Car l'affaire a été le catalyseur de récits personnels chez les femmes qui ont écrit au juge pour éclairer son jugement en lui racontant l'inceste subi dans leur enfance. Et ce sont évidemment des témoignages très intéressants sur la question de savoir dans quelle mesure dire et écrire l'inceste est faisable en 1933. La position que je défends me distingue de l'historienne américaine Sarah Maza, qui a publié, elle aussi, un livre sur Violette Nozière. De sorte que Violette Nozière s'est retrouvée l'objet d'une expérience de recherche intéressante, puisque nous avons travaillé en même temps sur le même objet, dans une grande complicité, mais nos livres sont différents. Sarah Maza a centré son analyse sur les problématiques sociales et sur les identités de classe. Ce qui revient, selon moi, finalement à reprendre l'interprétation du juge, et donc à reprendre le déni de l'inceste. Parce que la justice a fini par retenir un mobile flou avec cupidité, désir d'indépendance et aussi vanité sociale d'une jeune fille qui avait honte d'un père ouvrier. De sorte que vous voyez, à la fin de l'histoire, je dirais, la problématique de la classe a éclipsé la problématique sexuelle. Par ailleurs, je pense que pour faire de l'histoire avec une affaire judiciaire, il faut partir des principales données de l'affaire, qui sont ici la nature du crime, qui est parricide, le modus operandi, c'est-à-dire le poison, l'auteur, une jeune fille et donc plus modeste, et puis le mobile, question d'inceste. Donc pour moi, les catégories d'analyse doivent être plurielles. En tout cas, pour éclairer un parricide, l'âge me paraît plus pertinent que la classe. Et les identités familiales me semblent devoir retenir l'attention en priorité. Il y a eu toute une discussion sur les rapports parents-enfants, sur les rôles familiaux. Discussion que j'ai située dans le cadre du glissement d'une société patriarcale à la société pédocentrique dans laquelle finalement nous sommes aujourd'hui. Fondamentalement, Baptiste Nozière incarne la dégradation de la puissance paternelle qui est à l'œuvre dans notre guerre. C'est un père brisé, comme le dit magnifiquement la photographie de Malraux en couverture du recueil des surréalistes, où vous voyez l'initiale du père brisée sur un bouquet de violettes fraîches. Le débat sur les identités d'âge est sorti aussi du cadre de la famille pour poser la question des rapports entre les jeunes et leurs aînés et poser la question de la place de la jeunesse. Parce qu'on est dans un pays qui, du point de vue démographique, devient un pays vieux. Un pays où l'on s'interroge sur la reproduction et la transmission de manière plus aiguë depuis la guerre de 14 et puis avec la crise. Cette crise est perçue par les contemporains comme morale, avant même qu'économique ou politique. Et à cet égard, la question des identités de genre a eu son importance. La dimension du genre, je l'ai abordée sous 3 angles. L'imaginaire des infractions dites féminines, la question de la double émancipation des femmes et des jeunes, enfin les rapports entre genre et pénalité. particulier, j'ai dégagé une solidarité de genre, mais aussi
de rôle et d'âge avec Baptiste Nozière. Et cette solidarité, elle a pesé dans la condamnation à mort en octobre 1934. Rendre compte de la vie d'une femme a été aussi pour moi retracer, à partir des archives judiciaires, un parcours pénal exceptionnel. Puisque la condamnée à mort a bénéficié de plusieurs mesures de grâce, elle a été libérée en 1945, puis réhabilitée en 1963. Vous avez là un parcours qui va de la transgression à la norme, car après la prison, Violette Nozière a entamé une troisième vie de fille, épouse et mère modèle. On la voit ici à table, vêtue de clair, avec un tablier aux côtés de sa mère, de son mari et de ses enfants. Vous voyez, elle tient la fourchette à la main. Hein. C'est vraiment la mère nourricière, tandis qu'elle était empoisonneuse. Donc on est vraiment aux antipodes de l'icône du mal d'avant-guerre, comme d'ailleurs aux antipodes de la muse du surréaliste. Alors comment comprendre ces vies si opposées? Est-ce qu'on va dire, c'est le travail réintégrateur de la peine? Et du coup, on va célébrer l'histoire exemplaire d'un monstre métamorphosé en sainte. C'est ce que fait la presse à travers la figure de la Madeleine repentie. C'est ce que dit aussi la légende des moines, l'histoire de la résurrection. Alors l'historienne que je suis ne croit pas au miracle. Et je vois un argument en faveur de la thèse de l'inceste dans ce dénouement, où la victime, passée par le crime et passée par la justice, a pu finalement se réinscrire dans la chaîne de la filiation et dans l'ordre symbolique des places et des rôles familiaux que l'inceste avait brouillés. Donc pour moi, seule l'articulation de l'inceste et du parricide permet de rassembler les trois séquences biographiques en une vie de femme, une vie étonnante, mais une vie cohérente. Prendre Violette Nozière comme objet d'histoire a voulu dire pour moi la prendre comme l'objet d'une histoire, racontée par toutes les voix foisonnantes de son temps. Mais cela a voulu dire aussi la prendre comme un sujet, actrice de sa propre histoire, avec des stratégies et avec une parole. Ces voix du passé, j'ai essayé de les mettre en scène dans leur pluralité, avec leurs coefficients variables et discutés d'autorité, de crédibilité. J'ai mis en scène enfin ma voix d'historienne, d'une manière peut-être inattendue, d'abord dans ma conclusion, où j'aborde la question de la vérité dans l'histoire, en sortant de la stricte perspective de l'histoire des représentations. Et ensuite dans un épilogue, en forme de coup de théâtre, où je m'interroge sur ce que l'historienne que je suis peut faire ou ne peut pas faire, ce qu'elle doit faire ou ne doit pas faire. Je me réjouis donc, vous le comprenez, que la collégienne Jeanne Balibar vienne prêter sa voix à toutes ces voix en un geste autant artistique qu'amical, et ce sera samedi prochain. Et en attendant, je serai très heureuse de dialoguer avec Judith Serkis et Stéphane Jasson. Je remercie d'avance beaucoup pour leur lecture et leur question. Merci. Merci. Emmanuel pour ces remarques et merci d'abord à Emmanuel Sada et à Chani Pia de cette invitation. C'est un réel plaisir que de participer à cette rencontre autour des historiennes, une rencontre qui est aussi une réflexion sur notre rapport au passé, sur l'écriture de l'histoire et sur la représentation de l'histoire aujourd'hui. Et grâce à cette invitation, j'ai donc pu découvrir cet ouvrage
C'était la semaine dernière, je l'ai lu alors que l'actualité s'emballait à Washington autour de la maison de Kavanaugh. Et j'avais du mal d'ailleurs parfois à divorcer un peu la lecture du texte et ce qui se passait au niveau politique, et d'ailleurs je vais revenir à la fin de mes remarques. Lire cet ouvrage fut un réel plaisir de lecture. La voix est fine, précise, incisive, l'analyse de l'événement est stimulante, invitant à la réflexion et au débat. Vous écrivez l'histoire par couche, par strate, par épluchage, et de cette manière vous dévoilez les multiples rapports entre texte ou objet et contexte. Il y a un jeu de recoupement, de recouvrement, de décalage aussi qui donne une épaisseur presque goethezienne à cet ouvrage, sur un événement qui est véritablement porteur de sens, une fake description en action. J'y reviendrai plus tard. Donc, il y a tellement de choses à retenir de ce livre. En voici quelques-unes. Il y a un argument fort sur l'événement qui devient affaire, parce qu'il est raconté, parce qu'il est pris dans un massif narratif, par un discours sensationnel de la prose d'individu qui donne forme et sens à l'invisible. Cette affaire existe, elle tient sa force, sa capacité à capter et à donner sens à des crises multiformes. Le livre nous montre aussi comment, dans son mode de vie, dans ses trajectoires sociales, dans ses ambitions, dans les leurs plutôt, les Nozières incarnent une famille française ordinaire, une famille dans laquelle des contemporains auraient pu facilement se reconnaître. Ils furent donc disponibles pour susciter l'émotion et contribuer au travail d'identification que vous associez avec le fait divers. Et puis nous découvrons une analyse novatrice de la femme criminelle, un type qui fut, nous dites, plus présent dans les chroniques du crime que dans la réalité. Avec Violette Nozière, cette jeune fille qui incarne des mobilités sexuelles, voire des transgressions, les contemporains déjouent leurs propres angoisses. Il est réinscrit dans un récit qui rétablit la norme, tout en donnant sens aux changements importants du premier XXe siècle. Et donc, votre livre foisonne, et forcément m'a inspiré de nombreuses questions. Je vais en livrer plusieurs, et puis à vous de décider lesquelles méritent votre attention ou pas. Mais sachez que l'une des choses qui m'a épaté dans le livre, c'est votre désir de, je cite, d'inventer une manière de faire l'histoire, avec une histoire, une affaire judiciaire. Donc je parlerai en grande partie de méthode et d'écriture de l'histoire. Alors d'abord, c'est un livre sur le fait divers. Le fait divers est vraiment au cœur de l'ouvrage. Et je commencerai par une question historiographique, pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de ce champ. Vous dites dans votre introduction, je cite, il n'y a pas de hiérarchie dans les objets de l'histoire, et il appartient à l'historien de convertir le crime privé en mine de réflexion. Et vous revenez à cette idée dans vos remarques. Donc je lis ceci comme une déclaration d'intention méthodologique et voire politique. Et j'imagine que vous répondez à certains historiens, certaines historiennes, qui ne partageraient pas ce point de vue. Donc je vais en savoir plus un peu sur le contexte historiographique français, sur l'histoire des affaires criminelles telles qu'elles s'écrivent aujourd'hui en France, où vous vous situez. Il y a quand même un besoin de justifier cette histoire. Vous me dites, ensuite, continuant sur le fait divers, que le fait divers ne fut pas un mode de dépolitisation, comme certains l'ont avancé. Au contraire, il fournit une prise sur le réel, un repère permettant de formuler sa propre existence. Et j'aurais aimé en savoir plus sur le fait divers comme mode de politisation, c'est-à-dire la manière dont on peut comprendre cette action politique et ses limites. Après tout, on peut se dire que la lecture ou le fait d'aller au cinéma serait des modes de réception individuelle. Par effet divers, quand dit-il, des mobilisations collectives, et vous évoquez, mais un peu rapidement, des clubs, l'action de l'association des étudiants pour défendre Jean Dabin, la main violette. Donc c'est important, il y a des mobilisations collectives autour de ces questions, hormis les surréalistes, dont on parlait longtemps, ou bien se fait-elle à ses dépens, individualisant le rapport des citoyens consommateurs aux politiques. Sur le même registre, vous dites que le fait divers a permis aux femmes de prendre la parole. Donc une forme de participation au débat public, une forme de politisation pour des femmes qui se saisissent de cette affaire pour prendre parole dans un espace de compétences reconnues. Et j'aurais aimé en savoir plus sur les contours de cette action politique des femmes, telles que vous l'entendez,
qui elle attire, quels sont les objectifs, exister, influer sur les débats, sur le juge, appuyer le témoignage d'une autre femme. Donc les contours de l'action politique de ces femmes, peut-être que vous l'entendez. Donc qui s'investit dans la politique avec des objectifs à donner au nom et quelques dessins. Le fait divers participe, dites-vous, à l'histoire du passage des fragments du privé dans l'espace public. Vous consacrez donc au passage à cette curiosité pour la vie intime de personnes étrangères, plus précisément des criminels. L'appartement des Nozières, rue de Madagascar, est un espace familial et privé, mais ouvert à tous. Vous décrivez comme un exemple d'effraction de l'intime, une belle expression. Vous parlez de la publication de clichés familiaux dans les journaux, d'autres formes de violation de l'intime dans les médias. Tout ça m'a fait penser au XIXe siècle. J'ai pensé aux enquêtes philanthropiques de parents du Châtelet et d'autres qui investissaient l'espace privé. Pas tellement des bourgeois ou des classes moyennes, plutôt des classes ouvrières, mais il y a quand même le sentiment qu'on peut entrer, une curiosité pour l'espace intime. J'ai aussi pensé à Victor Hugo, qui, dans Les Choses Vues, raconte en 1842 sa visite dans la maison dans laquelle 3 assassins préparaient l'attentat contre Louis-Philippe. Et puis en juillet 1846, Victor Hugo se rend dans la demeure d'un autre régicide en devenir. Il a décrit une maison en porte cochère, de grave et en apparence, d'un aspect déchu et lugubre. Pour Hugo, ces demeures constituent non le lieu d'un crime, comme c'est le cas ici, mais la demeure de l'assassin qu'il tente de comprendre. Ces demeures donnent consistance à la vie intime d'acteurs politiques qui, par l'écriture d'Hugo notamment, entrent ainsi dans l'histoire, dans une histoire politique. Et en vous lisant, je m'interrogeais sur les liens potentiels entre ces divers moments de l'histoire du domicile intime, de l'entrée en fait, dans le domicile intime. Est-ce que le moment d'Osière est un moment important dans cette histoire-là? Que représente-t-il? Y a-t-il une histoire politique à faire du rapport à ce domicile dans les années 1930? Et puis pour terminer avec le fait divers tourne autour de la mort. Vous dites dans l'écriture de l'affaire criminelle, la mort du protagoniste est souvent une condition de possibilité de récit. Et une des chansons que vous citez évoque un crime affreux, épouvantable, qui vient endeuiller notre pays. Il s'avère que j'enseigne pour l'instant un cours qui s'appelle Death Talk, sur la manière dont on parle de la mort aux États-Unis aujourd'hui. Mais dans ce cours se pose la question de la place que le fait divers occupe dans notre discours et dans le rapport avec la mort. Et cette question fait débat avec certains spécialistes qui voient une médiation entre les vivants et les morts, une manière détournée de se confronter à sa propre mort. Preuve que la thèse de Philippe Ariès concernant le déni de la mort, notre modernité occidentale, du divorce entre les morts et les vivants ne tiendrait pas. Il y aurait d'autres moyens très présents, même dans notre époque moderne, contemporaine, de se confronter à la mort. Toutes sortes de médiations, donc je serais curieux de savoir, après passer tellement de temps à étudier ce phénomène, comment vous voyez la chose? Si pour vous, le fait divers, tel qu'il existe aujourd'hui ou par le passé, si les possibilités d'identification que vous décelez comprennent aussi notre rapport à la mort. Alors j'ai 3 questions qui portent en fait à la méthode, et puis je terminerai avec des réflexions sur l'écriture du texte. Une histoire de l'imaginaire est une histoire en grande partie d'un imaginaire. Votre vocabulaire est celui de l'unité souvent, un imaginaire social, un déploiement discursif, le discours social, un système cohérent de représentation. Et
En fait, je vous pose la question parce que dans mes propres recherches, je me suis souvent tiraillé entre le désir de retrouver en fait un faisceau unifié de catégories qui dominerait à un moment donné. Et en même temps, on veut demeurer sensible aux divisions internes, aux multiples usages sociaux du discours. Donc en fait, je vous demande conseil. Comment réconcilier les deux? Comment percevez-vous l'effort des historiens pour réconcilier en fait, ces deux désirs qui tous les deux ont une validité? Deuxièmement, que sait-on véritablement, que peut-on savoir des pratiques de ce que les Français, les Françaises de diverses classes sociales et les étrangers aussi auraient pu faire de cette représentation médiatique? Comment trouver ce que vous appelez le profond retentissement de l'affaire de Zière dans les consciences? C'est une histoire des retentissements qui est difficile, et pour y répondre, vous puisez notamment dans un corpus de 250 lettres envoyées à la justice par toutes sortes d'individus. Et j'aurais aimé en savoir plus sur ce corpus, sur qui écrit, qui choisit d'écrire à la police, qui choisit d'écrire à la justice, qu'est-ce que c'est sur la matérialité de ces lettres, les codes d'écriture, sur ces processus de production. J'avais parfois l'impression que le travail d'explicitation que vous avez fait sur d'autres discours était moins présent sur ce corpus-là, alors que ça me paraît tout à fait important, notamment les difficultés méthodologiques qui se posent avec des sources pareilles. Et finalement, en de méthode, comment parler du changement? Parce que votre approche, vous citez Baxco, vous citez Grenas, voire Prop, tend plutôt vers la synchronie, vers un moment 1930. Vous parlez du caractère archétypal de ce récit. Donc, il y a de la diachronie, vous remontez dans le temps, et je pense que le livre est plutôt construit dans un moment synchronique. Ce qui pose la question, cette affaire telle que vous l'analysez, constitue-t-elle une espèce de révélateur de sensibilité? Fut-elle aussi une force de changement, un point de bascule, voire un accélérateur concernant cette tolérance, par exemple, sur l'inceste, la place du père ou de la mère? Une affaire peut-elle, selon vous, déplacer les seuils de sensibilité? Si c'est le cas, quels devraient être les éléments essentiels qui devraient être réunis dans cet événement pour que certaines choses bougent dans ce moment précis? Voilà, je termine avec l'écriture. Et vous venez de nous dire que vous terminez l'ouvrage avec un épilogue en forme de coup de théâtre, un épilogue court qui se distingue d'ailleurs du corps de l'ouvrage, à la fois dans son mode d'écriture, vous prenez la parole dans la première personne, votre voix d'historienne plutôt, et aussi dans ses thématiques. Vous parlez dans cet épilogue du rapport que l'historienne entretient avec son sujet et ses personnages, et vous parlez aussi du rapport que l'historienne entretient avec le présent. Et donc tout cela m'a beaucoup interpellé. D'abord, votre présence dans le texte. En fait, ça commence avec une rencontre inopinée en 2016 avec une des filles de Valérie Zière qui assiste à une conférence. La rencontre avec cette femme, comme surgie de nulle part, est venue à moi, écrivez-vous. Et vous interrogez sur le fait que vous n'avez pas recherché ces descendants, ils ont dû venir vers vous. Vous reconsidérez ce choix et vous le justifiez. Vous évoquez votre rapport complexe avec le sujet de votre enquête. Je vous cite. Je n'étais pas fâché de garder une certaine distance à l'égard de mon objet de recherche et de me protéger ainsi de ma propre curiosité, dont je ne voulais pas avoir à sonder la nature. En d'autres mots, vous ouvrez une porte, celle de l'atelier de l'histoire, de la fabrique de l'histoire, des choix, des décisions, des hésitations, des remises en question. Et dans ces quelques pages, l'historienne, l'auteur, nous apparaît à nous lecteurs et lectrices dans sa dimension humaine, non pas comme une raison abstraite, mais avec des émotions. L'historienne est plus incertaine car elle est plus située. Et tout cela est un peu en décalage dans le ton et dans le statut du savoir avec le reste du livre, qui est un ton plus autoritaire, plus raisonné. Donc cette émergence du jeu est abrupte et elle est reléguée à ce paratexte, qui d'ailleurs constitue cette mode traditionnelle dans l'histoire. C'est la préface, les remerciements,
des postfaces. Ce sont les règles qui ont gouverné l'équipe de l'histoire. On pense par exemple au livre de Corbin, où on trouvait Dominique François Pinago, qui dans sa préface parle de lui-même, il cite des extraits de recherche, et puis on ne trouve plus du tout. Ça disparaît complètement après les 5 premières pages. Dernièrement, certains historiens, certaines historiennes s'essaient à d'autres modes d'écriture de l'histoire, qui inscrivent ce type d'écriture située dans le continu du récit. Je pense à Martine Sonnet, Atelier 62, ou bien Philippe Artière, Vie et mort de Paul Gély, d'ailleurs collaboré avec Philippe Artière. Donc, en refaisant votre livre, je me suis interrogé sur votre choix de changer de personne dans les dernières pages, et je me suis imaginé un autre choix avec l'épilogue en fait déplacé mais comme préface. C'est de commencer avec ce point-là, cette présence-là, et en demandant quel type d'ouvrage, qu'est-ce que ça changerait finalement au livre que l'on pourrait écrire, un livre qui ne relèverait pas les émois de l'historienne à la fin de l'ouvrage et qui ferait des choix, des incertitudes plus constantes tout au long de la lecture. Cette rencontre avec la fille de Violette vous conduit à souligner votre éthique d'historienne. Et pour ça, je vous félicite, parce qu'il est rare, dans mes lectures, que les historiens se confrontent à l'éthique. Beaucoup moins, il me semble, que les sociologues ou les anthropologues. En fait, vous envisagez de la recherche, elle disparaît, elle s'en va, elle ne passe pas reste, vous envisagez de la retrouver, et puis vous décidez non, je ne vais pas partir à sa recherche. Je ne vais pas la forcer à faire partie de mon récit. Et donc, c'est votre respect pour le choix de Violette qui avait voulu, qui a changé de nom, qui a voulu être réhabilité, qui n'a pas parlé de cette histoire dans sa famille, qui a voulu donc rebâtir sa vie. C'est ce respect pour ce choix qui vous conduise à renoncer à partir à la recherche de ses descendants. On veut forcer le témoignage de sa fille et à pénétrer davantage l'intime d'une famille, comme l'avaient fait les médias, ou les gens qui avaient pénétré dans cet appartement, qui avaient publié des photos et d'autres. Donc tout cela me paraît tout à fait intéressant, important, et en même temps, je veux en savoir davantage sur la manière dont votre réflexion éthique a pris forme et a accompagné cette enquête. Et puis je dois vous dire qu'en lisant ce paragraphe, j'avais comme l'impression, et je me trompe peut-être, que vous participiez sans le dire au débat qui a surgi autour du Laetitia de Yvan Jablanca. Donc si c'est le cas, j'aimerais savoir plus là-dessus. Vous refusez l'empathie, et Jablanca parle beaucoup de l'empathie, de l'acte de redonner dignité à Violette. Donc, disons plus, s'il vous plaît. Et je me demandais, même en vous lisant, si l'acte de redonner dignité ne se loge pas dans votre propre démarche, vu que ça prend partie parce que Violette avait voulu s'effacer, tirer un peu ce passé, que vous faites ce choix. Si Violette avait fait un autre choix de vie, si elle avait continué à se devenir présente dans l'espace public, cela nous autoriserait-il, nous, historiens et historiennes, à rédiger une autre histoire? C'est vraiment des questions compliquées, mais les êtres que nous étudions ordonnent-ils, même partiellement, les histoires que nous rédigeons? N'est-ce pas de notre pouvoir? Je ne sais pas, c'est ces questions que je posais en vous lisant. Et puis je terminerai avec le présent. Comme je vous l'ai dit, j'ai lu l'ouvrage alors que les débats autour des Cavano nous obsédaient tous, et à plusieurs moments, des ressemblances nous sautaient aux yeux. Le thème récurrent des fausses accusations, les soupçons qui posent sur la parole de Violette et d'autres victimes de violences sexuelles, le témoignage à risque pour certains témoins, femmes et enfants, l'accent mis sur le passé trouble de Violette qui dénaturerait son témoignage, la notion sur laquelle une authentique vertu outragée se serait révoltée. Elle aurait parlé tout de suite. Elle aurait dit à sa mère, elle aurait quitté le domicile familial, elle aurait porté plainte. Le fait qu'elle ne l'a pas fait est suspect. L'absence de témoins également. Et puis les proches qui ne tarissent pas d'éloges concernant la moralité impeccable du père, qui n'aurait jamais pu faire ça. Donc, tout
cela est présent dans votre ouvrage, évidemment présent également dans l'actualité. Et dans le livre, vous faites quelques parallèles entre les années 30 et les nôtres, mais pour souligner ce qui a changé, plutôt, il me semble. La prise de parole des femmes, l'attention plus grande à la parole accusatrice des enfants. L'anachronisme vous rebute. Vous écrivez, après cette rencontre avec la fille de Violette, que, je cite, ce télescopage entre passé et présent et cette incarnation des acteurs d'hier par ceux d'aujourd'hui m'ont immédiatement mise un peu mal à l'aise. Donc je serais curieux de savoir aujourd'hui, un an, plus après la publication du livre, où vous en êtes dans votre réflexion sur les liens entre le passé et le présent et la manière dont l'historienne circule entre elles. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette... Je pense qu'il faut passer la parole. Moi, je vais... So I'm going to speak in English, but I'll try to speak slowly so everyone can understand. I'll give our valiant translator a break. Stefan and I clearly share a social imaginary, and I'm basically going to pick up right where he left off, because I too was writing my remarks while listening to the Kavanaugh hearings, and forgive the anachronism, perhaps, but in fact what I tried to do is actually think with it. So in the events, or in the wake of the events of the last week here in the United States, where everyone really was, or I felt like everyone was obsessed with watching these Senate Judiciary Committee hearings, it's hard not to think of the timeliness and currency of Emmanuel de Martigny's account of Violette Nozière, a sexual and legal scandal that exploded in France in 1933. Emmanuel's remarks and her book juxtapose Violette Nozière and Hitler as objects of analysis, a hidden history of sexual violence, and the crisis of democracy as two distinct and equally legitimate sites of historical interrogation, but the very juxtaposition also intimates a question of their relation. So I think one of the things that was interesting in your opening remarks, you suggested a kind of a sort of either or you know, you can study either, or they're both legitimate objects of analysis. And I think that, and again, I'm situating this in the current moment, but the very juxtaposition made me want to think about the actual relation between the two. So as Emmanuel's remarks also indicate, in this moment of Me Too, it is instructive to revisit this history of a social imaginary that was unable to assimilate Violette Nozière's charge against her father. You note that much has changed in order to make that charge legally audible, at least to some, especially in the past year. And yet, the prospect of reaction, of a backlash, a rappel à l'ordre, remains in force, as was put so powerfully on display this past week. And I think that it's interesting that, in fact, that's kind of part of the ultimate story that you tell about the ability for those gals to be kind of reintegrated into the social order. So there is a way, and we see her you know, seated around a kind of family table. So how does that kind of sense of order get reestablished despite the kind of challenge that she posed? So it was hard for me not to read and reread a sentence from the book this weekend. Face aux hommes respectables, la parole des jeunes filles ou des enfants violés ne pèse pas lourd. Right? I mean, so like I literally was like reading that sentence, saying that, you know, against the power of the respectable man, right? These words cannot be heard. So today, as yesterday, the
problem of sexual violence haunts our understanding of the legitimacy and capacity of the judicial system and its ability to do justice for women. Today is yesterday. Legal debate is suffused with emotion and crime with celebrity, as well as infamy, as a judicial spectacle animated a press and public avid to read these sensational stories. What Anne Emanuel's study of Yvette Noziel thus shows us is how judicial affairs and scandals are a revealing mirror. They illustrate how justice and the law, far from operating at a social and political remove, are deeply socially embedded. Given this embeddedness, judicial scandals or affairs that spur such powerful reactions are a kind of microcosm, and hence promising sites through which to conduct a kind of total history, histoire totale. To do so, Anne Emanuel productively draws on the idea of the affair as revelatory of the social imaginary. It extends beyond the crime itself in order to encompass its broader reception and interpretation by society at large. As a Pandora's box, this is a total history that is, in fact, full of tensions and contradictions. And this sort of picks up on what the question that Stefan was asking about the social imaginary and exactly how we understand its contours. Because at least in my reading of your account of the affair, it does not offer a coherent and uniform account of mortalité, right? But rather a kaleidoscope of perspectives on Noziel's crime in a context in which social and political consensus was increasingly strained. Right? I noted, and I pointed this out to Stefan in the opening picture of the discombobulated mannequin. There's a block that says Stavisky, right? On the, marking the time of intense kind of political conflict as part of the context for the affair. So the social imaginary revealed by Noziel's crime was shared to the extent that it was also riven by conflicts of class, of race, of politics, and of sex. So in opening up the question of the judicial affair as revelatory of a profoundly conflicted social imaginary, Anne Emanuel's work, while focused on the 1930s, extends both thematically and methodologically beyond this circumscribed period. So in this way, it seems to me that it can be seen as exemplary in at least 3 senses. So first, there is the exemplarity of the case of Yvette Noziel itself, right? So, and this is the idea of her as of her as this dogma, right? So it appears to condense the concerns of its moment, anxieties produced by the colonial and cosmopolitan metropole, consumer desires, and a crisis of normative masculinity. At the same time, reconstructing this micro-history, you show how the elements that comprise this world of understanding and interpretation of her contemporaries drew on longer histories and mythologies of taboos on incest and parricide, as well as fantasies of poisoning as the exemplary feminine crime. In other words, there are elements of the context, the world of the 1930s, for all its jazzy modernity, that summoned older mythologies, and especially ideas about gender and sexuality, that exceed the discrete context of that moment. And I think that this kind of echoes some of the questions about the synchrony and diachrony in the kind of reconstruction of a context. So from this point of view, historical temporality, including histories of social and sexual modernity, when explored from this perspective, cannot be understood as simply proceeding along a straight arrow of time. Right? And that this is kind of the importance of the 19th century in some of your discussion, and I think the echoes of the present.
Right, so the social imaginary cannot be seen as confined in and by a chronologically narrow frame, because it precisely draws as much on archetypes as on that kind of thing. So second, in doing this work of reconstruction, your book provides a guide for historians who might seek to use a judicial affair to study another historical moment, most notably in the way that you cast beyond the narrow domain of police bureaus and criminal tribunals to explore songs and movies, photography, and poetry, all of which make up what Austin Sarrant has described as the cultural life of law. And I think this is also part of what's important in your kind of casting beyond just looking at the judicial record. Right? In doing so, you demonstrate in remarkable detail just how much the law is a site of affective investment and phantasmatic projection, as well as telling repressions and denials. So in doing so, your work moves beyond the perspective of policemen and lawyers and magistrates in order to weigh and gauge the broader world of representation around it, including public interpretations and emotions provoked by the affair. But you also go beyond these visible and audible representations, and this can be seen as a third way in which the work is notable and exemplary. And here I once again echo some of Stefan's comments, namely in your consideration of the ethical position of the historian in relationship to her subjects, and in particular her female subjects. So you thus raise the important question about what is at stake in ultimately reproducing the world of the judge with his denial of incest today. So what you propose is a cultural history, a history of representations, but one that also hazards an epistemological and normative claim about the truth of Nosdal's experience of sexual violence. This is, as we've seen in the past year and week, a bold and important claim. It was nearly inaudible in Nosdal's time, and while the context of the recent debates before the Senate Judiciary Committee differ in many ways, there is much to suggest that for some at least it remains inaudible today. And so obviously part of what I'm interested in thinking about is kind of historical temporality and how we read the relationship between past and present. So it is in the context of this most recent spectacle of dissensus around charges of sexual violence that I wanted to pose a question about the idea of the social imaginary and your and our references to it in the singular. And I think, again, this returns to part of what Stefan asked as well. How should we understand the place of difference and social and sexual conflict, both within the imaginary and pushing back against it, right? When one evokes the idea of the social imaginary, exactly whose imaginary is it? What are its contours? Exactly which society and what and who is it structuring outside? And here I think that there's actually a kind of interesting question about bringing this story to the United States, right? I mean, because the world that you reconstruct is the world of France in the 1930s, but it clearly also resonates. So how do we understand those resonances, right? And that's, I would say that's something that histories of gender and sexuality can tell us a lot about. Part of what makes Anna Manuel's study so provocative is that it both uses and interrogates the concept of the social imaginary, I think, by pointing to what remains censored and unsaid within the realm of dominant representations. So what is repressed in and by the imaginary? What does it deny? The question is at the kernel of the study, in my view, given the doubly traumatic violence, incest, and parricide that are the origin of the affair. In this account, it seems to me, the repressed sexual violence of incest is at once what makes the social imaginary intelligible and threatens to undo it at the same time. So I want to thank you for giving me the opportunity
to read with about the book. Je suis vraiment ravie d'être là et d'avoir entendu mes deux lecteurs parce que j'ai travaillé très longtemps sur ce livre. J'ose même pas le dire. Allez, on va dire 15 ans. Et manifestement, il reste encore beaucoup de choses à faire. Et vous avez l'un et l'autre évoqué des tas de pistes, et parfois des pistes auxquelles je n'avais même pas songé. Et c'est incroyable. Donc merci pour cette lecture si riche. Je vais peut-être reprendre deux petites choses très brièvement pour pouvoir laisser la parole à la salle qui bon, voilà, a été très patiente. Sur l'imaginaire social, je pense que l'un et l'autre, vous avez repris cette notion en faisant remarquer que je l'utilisais peut-être même, que c'était une notion fragile parce que trop globale. Hein? Et alors, je revendique de parler d'imaginaire social. Un imaginaire social, mais je sais que ça ne tient pas la route. Je sais que les imaginaires sont toujours... Enfin, l'imaginaire, c'est toujours un imaginaire de quelque chose. Et c'est vrai que quand j'écris, je peux passer de un imaginaire englobant à un imaginaire particulier. J'en ai parfaitement conscience. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Et pourquoi je revendique de parler d'un imaginaire social plus ou moins global, parce qu'il n'est jamais, parce que la société n'existe pas. Donc voilà, du coup, il n'y a pas un imaginaire. Mais pourquoi? C'est parce que ce qui m'intéresse, pour ça que je voulais plus insister là-dessus, ce qui m'intéresse en histoire, c'est de montrer comment marche ce réseau d'associations. Je vais vous donner juste un exemple, la poudre blanche. La poudre blanche, c'est les cachets de somnifères que Violette Nozière a pilés. Hein? La poudre blanche, c'est aussi l'expression qu'on utilisait pour l'arsenic. À un moment, on s'est demandé si elle n'avait pas utilisé de l'arsenic, qui est le poison le plus emblématique. Hein? Et puis la poudre blanche, c'est aussi la cocaïne. À l'époque, la cocaïne suscite, jette la larme dans la société. Donc voilà, quand Violette Nozière donne à boire du un somnifère à ses parents, ça va dans toutes les directions, ne serait-ce qu'avec ce terme de poudre blanche. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est d'arriver à voir toutes les associations et comment ça marche, ce réseau d'associations. C'est ça qui m'intéresse dans l'histoire. Et pour ça que je dis, c'est comprendre les dynamiques de l'imaginaire social, c'est-à-dire les logiques associatives. Et qu'est-ce que ça produit, du coup, comme conclusion? Voilà. Donc, je sais que l'imaginaire social, ça va rien. Je l'utilise quand même. Et puis, deuxième chose que je dirais, ce livre, je vous l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai mis beaucoup de temps à faire cette recherche, et donc j'ai cheminé. Du coup, je suis partie de quelque chose et je suis arrivée à un peu autre chose. Hein? Donc, il y a aussi, c'est un livre d'histoire, mais j'ai quand même aussi un projet d'écriture. Quand je disais que je voulais inventer une manière de faire de l'histoire avec l'affaire judiciaire, c'est que les affaires judiciaires, pourquoi ça intéresse les gens? Parce que c'est bien, c'est écrit avec suspense, il y a un art du récit. Et moi, j'ai voulu garder quelque chose de l'art du récit. Et c'est aussi pour ça que, vers la fin, je change de ton. C'est pas la même chose. C'est d'ailleurs pas seulement dans ma postface, quand je l'appelais bien, c'est aussi dans ma conclusion. Et puis il y a aussi, sans doute, cet effet miroir. Quand on travaille sur un objet, on est toujours un peu plus loin contaminé, d'une manière ou d'une autre, mais que j'ai travaillé quand même sur la voix d'une femme sujet, et que probablement moi, en tant qu'historienne, j'ai été aussi, en travaillant sur cette parole, moi aussi amenée à prendre ma voix. Alors, comme historienne,
mais aussi comme, voilà, aussi comme historienne pour faire le lien avec ce que disait Emmanuel pour penser, c'est-à-dire l'actualité aujourd'hui des historiennes françaises qui disent ah, il faut les entendre. Et voilà, donc moi aussi, j'ai peut-être ma voix aimée grâce à Violette Nozière. Je vais m'arrêter là. It's of course fascinating to hear the historical context of this story, and as Professor Gerson said, how it also has connections to our time. But I'm interested as well in the personal psychology of these people. How the mother was perhaps an enabler of her husband, who was abusing the daughter. Was she an enabler? Did she not know what she felt about after? And then further, how a woman who had been abused, had been the killer, had gone through probably, well, definitely, had gone through the trial and the public inspection, how she could carry on what looked like a normal life. Do you know both the story of the mother's involvement and the mother's reactions and her relationship with the daughter, aside from seeing them side by side, and how this woman could more or less normalize her life? Merci pour votre question, parce que votre question, elle porte sur un personnage dont j'ai pas parlé, qui est Germaine, la mère de Violette Nozière. Et alors, je reviens sur ce que je disais, que j'ai cheminé, et que c'est une affaire de parricide. Donc, ce qui m'intéressait, évidemment, au départ, c'était le père. Qui était Baptiste Nozière? Et puis, historien étant également une personne, et moi, mère de famille, eh bien, évidemment, cette histoire a fait que je me suis intéressée de plus en plus à Germaine, parce que j'ai été enceinte pendant que je faisais seconde. Et l'histoire de la relation entre Violette et sa mère est d'une certaine manière presque plus intéressante, puisque Germaine a survécu, elle est vivante. Donc c'est une relation qui continue d'avoir lieu pendant l'affaire. Et le personnage de la mère est extrêmement intéressant, parce que la mère au départ, on est à un moment où on fait l'éloge de la mère au foyer. Et Germaine Nozière incarne la ménagère modèle, qui vit dans son appartement, qui ne sort pas, etc. Et donc c'est un portrait extrêmement positif de la mère. Et ce portrait va basculer, parce que la mère va se constituer partie civile contre sa fille, c'est-à-dire qu'elle va l'accuser. Elle va l'accuser. Et à partir du moment où Violette Nozière révèle l'inceste, la mère se porte partie civile contre sa fille. Et là, le jugement public va se renverser. Elle devient une mauvaise mère. Parce que, au début, les journalistes adorent, c'est la tragédie, c'est très cornélien, c'est une pièce de Corneille ou d'Échille, c'est formidable, cette mère qui pleure, qui arrive avec ses voiles noirs. Et après, elle devient dénaturée, comme sa fille, parce que elle se dresse contre sa fille. Et puis après, il y a cette histoire d'une métamorphose, c'est-à-dire qu'elles vont finir d'une relation fusionnelle. On n'a pas de documents, on a des échanges de lettres pendant que Violette Nozière est en prison. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais ce que je suppose qui s'est passé, c'est que l'entrée de Violette par le crime dans le judiciaire a désaveuglé la mère.
c'est la question de comment se comportent les mères dans les affaires d'inceste. Les mères, elles ne savent rien, mais elles savent. Mais elles savent. Et alors, la fille de Violette Nozière m'a dit que jamais Germaine, la grand-mère, n'avait parlé de cette affaire et jamais Germaine n'avait parlé de son mari. Là, il y a eu un secret qui a continué. Alors, après, comment expliquer que Violette Nozière ait pu avoir une vie normale après? Je pense que c'est la parole sur l'inceste. Peut-être que je parle beaucoup de la parole sur l'inceste et peut-être que vous, ça vous paraît évident. Vous, je dirais, public américain, ça vous paraît évident. Mais moi, parmi les historiens qui travaillent sur le crime et qui sont très proches de moi, d'un point de vue historiographique, ma position, elle ne fait pas du tout l'unanimité. Hein? C'est-à-dire que les historiens qui sont le plus proches de moi, historiographiquement parlant, ne sont pas du tout d'accord avec moi sur cette question de la vérité. Hein? Je prends quelqu'un comme Dominique Khalifa, hein, que vous connaissez, qui fait de l'histoire des représentations du crime. Pour lui, je sors de mon rôle. Voilà. Et pour lui, c'est absurde, la question que je me pose. Eh bien, ça change rien. Pour lui, ça change rien. Qu'elle ait été ou non violée, ça change rien. Et moi, j'ai dit, mais ça change tout. Parce que de dire que en 1933, c'est plus facile de tuer son père que de porter plainte, c'est quelque chose. C'est-à-dire que l'histoire de Violette Nozière n'a pas qu'à nous apprendre sur l'histoire des représentations. Elle a à nous apprendre sur l'histoire de l'inceste. C'est pas la même chose. Mais vous, certainement ça vous paraît évident, mais en France, ça l'est pas. Ouais. As you tell the story, very much I think of an expression that says that history is written by the victors. Now, we see the justice system, bourgeois society. You list many victors, and maybe the surrealists, perhaps as losers and making their point against the society. But as you wrote your book, did you feel the temptation to bring new victors, especially as you bring it in the context of the present? The victims? Les victors, by the winners. Les gagnants, les victorieux. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Ouais. Et donc moi, est-ce que j'ai voulu... c'est-à-dire je suis pas sûre d'avoir compris ce que vous voulez dire. Là, les vainqueurs, vous voulez dire c'est la justice, c'est les pères, c'est... Yes. Les pères. Oui. Ouais. Et moi, est-ce que j'ai voulu faire rentrer d'autres vainqueurs? C'est-à-dire ce serait les victimes qui deviendraient les vainqueurs? Non, j'ai pas compris. Okay. You look at this from looking back. You have to revisit the history. And as a historian, you cannot rewrite the history, but you can reinterpret. You can try to lead people to see it in a different way, especially as you compare the past society to the present society. Now,
did you feel, where they used this temptation, did you feel the desire to change the result, I can't repeat that word, but did you see yourself as trying to see this in a new light? Sur cette affaire, ah ben oui, bien sûr. Bien sûr, parce que cette affaire a toujours été lue de la même manière. Cette affaire, on la connaît aujourd'hui par le film de Chabrol. Le film Violette Nozière, où Isabelle Huppert interprète Violette Nozière, que pas un des meilleurs films de Chabrol d'ailleurs. C'est intéressant de lire les interviews de Chabrol sur la question de l'inceste. Il dit clairement qu'il n'y croit pas. Il n'y croit pas. Le film s'étend, sur quelle année? En 1978. En 1978, ce qui domine, c'est la lecture de septembre 1933. C'est la fleur du mal, c'est celle qui veut... Enfin, il y a une autre lecture quand même. Et c'est celle qui veut se libérer d'un milieu étroit. C'est la problématique de Chabrol, ce livre d'un milieu étouffant, un milieu petit bourgeois étouffant. Et l'inceste fait quelques références, mais il n'y croit pas. Et j'ai lu une interview de Chabrol, beaucoup plus tardive, un peu avant sa mort, où il a changé d'avis. C'est-à-dire que le présent a modifié son discours sur le film qu'il a tourné 25 ans avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, le regard que je porte sur cette affaire, c'est le regard d'une historienne de 2017, c'est sûr. Et alors c'est intéressant de parler d'anachronisme. J'étais à la radio, je parlais à la radio, sur France Inter, qui est une radio grand public en France. Et dans cette émission, il y avait une fiction, c'est-à-dire une fiction radiophonique, c'est joué par des comédiens. L'histoire de Violette Nozière a été jouée par des comédiens. Et cette histoire racontait que des milliers de femmes avaient pris leur plume pour écrire au juge et pour dire qu'elles avaient été victimes d'inceste. Et ça, c'est formidable, parce que c'est faux, bien sûr. C'est faux. Des lettres, il y en a. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, mais il y en a 5. Alors, pour le journaliste, c'est devenu 2000. Mais ça dit comment, dans le contexte actuel, évidemment, on porte sur cette affaire Nozière un autre regard. C'est assez intéressant, dans ce dialogue entre le présent et le passé. Pensez-vous que l'affaire a aussi libéré une parole intime? Vous avez ces lettres publiques, mais c'est dans des journaux intimes, dans des correspondances privées, est-ce qu'il y a une parole? Oui, bien sûr, ça on le sait par les lettres. Pourquoi j'ai parlé des lettres? Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup développé, et vous savez pourquoi? Parce que je voudrais en faire un livre. Et je le fasse quand même, parce que manifestement ça m'intéresse. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, la parole intime. Oui, dans les lettres, on voit que les gens en parlent chez eux. Alors, c'est pas forcément l'affaire Dreyfus. Je fais référence au dessin très connu de la famille où on a parlé de l'affaire Dreyfus et tout le monde s'est tapé dessus. Il y a des comparaisons entre Nozière et Dreyfus. Mais il y a dans les lettres des gens qui disent « Ah, j'en parlais avec mon mari » ou les clients
dans mon café, disent que, monsieur le juge, etc. Et sinon, je vais vous laisser peut-être sur là-dessus. C'est dans le journal de Françoise Dolto, la psychanalyste Françoise Dolto. Le journal de Françoise Dolto est en cours de versement aux archives nationales. Et donc, l'historien qui s'est occupé, et l'archiviste qui s'est occupé de ce versement, Yann Potin, m'a appris quelque chose de très intéressant. C'est que Françoise Dolto, en 1934, parce que Violette Nozière, c'est septembre 1933, et le procès a lieu un an après, en octobre 1934. Et à ce moment-là, Françoise Dolto, elle est à un moment dans sa vie qui est un moment tournant. Elle s'entend pas bien avec sa mère. Et sa mère lui dit: ah ben toi, moi je comprends la mère de Violette Nozière. Voilà, je comprends où on peut aller, qu'on puisse haïr sa fille, je le comprends. Et Françoise Dolto, qui va pas bien, elle va rompre ses fiançailles. Elle a entamé une analyse avec la plus grande psychanalyste Laforgue. Elle a entamé une analyse et sur son journal, elle écrit j'amène, je ne sais plus exactement la forme, j'amène un rêve avec Nozière. Voilà comment le fait divers, on parlait du retentissement du fait divers, comment le retentissement du fait divers fait quelque chose de l'individu. Peut-être que vous ferez vous aussi des rêves sur les rêves Nozière. On a une dernière question. En fait, c'était deux questions, mais je pense que la première, j'ai juste à formuler, ça n'est pas le lieu de développer, mais bien sûr, quand on parle de micro-histoire et des rapports entre l'historien et le juge, on commence à parler un discours. Et bon, j'aurais bien aimé savoir comment vous positionnez vis-à-vis de lui. Mais là, si ça peut être, je pense que le public, peut-être comme moi, s'est demandé, c'est la deuxième question, quelles ont été les motivations de la grâce de la Nozière et de sa réhabilitation? Est-ce qu'on a finalement pris en compte l'inceste ou quelles ont été les raisons? Ah oui, bien sûr, c'est une question qu'on me pose tout le temps d'ailleurs, parce qu'on imagine évidemment qu'il y a un inceste là-dessous, mais en fait non. Enfin, finalement on n'en sait rien, mais ce qui est écrit dans les archives, c'est-à-dire que le dossier de grâce est conservé aux archives nationales. Elle a été condamnée à mort, sans circonstances atténuantes. Pourtant, il y avait trois possibilités d'avoir des circonstances atténuantes. Elle était jeune, c'était une femme, et puis aussi, le soupçon. Tout ça, ça a été balayé. Alors après, on était à un moment où on ne guillotinait plus les femmes. Depuis la fin du 19e siècle, traditionnellement, les femmes, toutes proportions gardées, bénéficient d'une indulgence pénale. Ça dépend des cas. Enfin, en tout cas, la preuve, c'est qu'on les guillotinait plus. Néanmoins, c'était la pratique, donc c'était normal qu'on la guillotine pas, et qu'on transforme sa peine en travaux forcés à perpétuité. Seulement, il fallait motiver la décision de grâce. Alors, ce qui a compté, c'est l'âge et le sexe. Voilà. Et après, sa peine a été baissée à 12 ans de travaux forcés, en 1942. Pourquoi? Là encore, là, c'est le bon comportement en prison. C'est-à-dire qu'elle est devenue une prisonnière modèle, parfaitement conforme au rôle féminin, le sacrifice, le dévouement, le travail, tout ça. Ouais. Et donc, comme elle était cette Marie-Madeleine, la figure de Marie-Madeleine,
eh bien, elle a été graciée. Et pour la réhabilitation, il ne faut pas faire de contresens dans la réhabilitation, ce n'est pas une révision, la réhabilitation. La réhabilitation, c'est une procédure qui permet à une condamnée qui a payé, c'est-à-dire qui a été condamnée, qui a subi sa peine, qui lui permet de vivre une vie normale et de retrouver tous ses droits. Par exemple, voter, pas le droit de vote. Donc, elle retrouve tous ses droits et on estime que voilà, on ne fera plus mention de sa condamnation. Et donc, c'est le droit de devenir une personne ordinaire, finalement. Hein. Mais là encore, l'inceste n'a pas compté. C'est le comportement exemplaire d'une femme qui a élevé les enfants, qui a souffert, qui a travaillé, etc. Et vous m'aviez posé une autre question. Ah, Gainsbourg. Bah oui, alors oui, moi j'adore, bon, comme tout le monde hein, d'ailleurs, j'adore le fromage et les verres hein, de Gainsbourg. Et ce que j'apprécie, alors évidemment, voilà, une source judiciaire, parce que moi je travaille quand même. Évidemment la presse, mais aussi pour moi les archives, c'est les archives judiciaires. Et puis cette manière de deux choses. De penser le cas en histoire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait d'un cas? L'affaire Mosière, c'est un cas. Hein. Et ce travail entre ce va-et-vient entre la singularité et le représentatif. Et puis, ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est dans le premier chapitre du fromage et des verres, c'est s'interroger sur ce qui, à un moment donné, est possible ou pas. Une interrogation sur les possibles de l'histoire. Je fais Gainsbourg. Et voilà, ça m'a intéressé, ça. Qu'est-ce qui était possible? Vous pouvez penser aussi à Marianne. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors je suis pas. Je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à personne. J'avais pensé, c'était toi d'ailleurs, Jacques, qui m'avait donné un livre, je n'arrive jamais à le prononcer, cet écrivain allemand magnifique, voilà, je n'arrive pas à prononcer son nom, qui fait des dialogues avec les morts. Et moi, j'avais prévu voilà, c'est ça. Et j'avais voulu faire comme lui, faire un dialogue avec le juge. Voilà, et je l'ai pas fait. L'autre fois.